Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de word embedding et en particulier de l'algorithme word2vec. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de mon cours de text mining pour la formation que je vois le mardi. Voilà, et à un moment donné, on aura un chapitre, hein, c'est un chapitre par cours, hein, on aura un chapitre, c'est le word embedding. Donc, vous avez le support qui est là, voilà, que j'ai affiché ici. Très bien. Alors l'idée, pour résumer, hein, pour simplifier, c'est que on va représenter les termes qui composent des documents avec un vecteur numérique. Voilà. Un vecteur numérique, c'est une forme de changement de représentation dans un espace numérique tout simplement. Et le positionnement des termes est établi en fonction de son voisinage. Voilà, c'est-à-dire que si deux termes sont voisins dans la plupart des documents, ils auront une distance, ils seront dans le même, ils seront une distance faible dans l'espace de représentation. Voilà, c'est ça l'idée. Si je résume ça très rapidement. Voilà. C'est une forme de contextualisation en fait de chaque terme en fonction de ses voisins. Voilà, ça résume très bien l'idée. Alors le cours est là, je ne vais pas le faire, hein. Le cours est là, mais on peut le voir, cette idée-là, très rapidement ici. C'est relativement proche des auto-encodeurs. C'est pour ça que dans ma présentation, je vais parler très rapidement des multilayers perceptrons d'abord, les perceptrons multicouches très rapidement pour voir le rôle de la représentation intermédiaire. Ensuite, je vais parler des auto-encodeurs, justement pour approfondir cette idée-là de représentation intermédiaire. Et ensuite, je vais enchaîner ici. Et l'idée, tout simplement, c'est que soit on a en entrée le voisinage d'un terme et en sortie ici le terme lui-même, qu'on essaie de caractériser, soit dans le réseau de neurones, on a en entrée les termes et en sortie ses voisinages. Voilà, on essaie voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est pas tellement une prédiction, c'est pas la prédiction, on n'est pas dans un schéma de prédiction pur là, hein. On est plutôt dans l'idée de est-ce que la représentation intermédiaire là, est-ce qu'elle est intéressante? C'est-à-dire, est-ce que des termes qui sont souvent voisins dans les documents seront également dans le même coin, entre guillemets, hein, dans l'espace de représentation? On aura une distance faible, c'est l'idée. C'est ça. Mais je vais le développer très, très longuement. Mais comme je sais qu'il y a d'autres personnes qui regardent la vidéo, j'aimerais également que ça leur profite. Et donc, le cours, il est là et ça explique cette idée-là. Alors, bien sûr, mon TD, bon, je vais le faire sur Python, bien sûr, pas de souci là-dessus, avec les librairies qui vont bien. Donc là, pas de souci, hein, j'ai préparé. Et c'est un autre jeu de données qu'on va utiliser. Cette vidéo, justement, pour élargir l'esprit, hein, pour essayer de voir ce qui existe par ailleurs, je vais le faire sous Nime. Alors, vous savez tous que j'apprécie énormément Nime, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, et j'avais fait justement une vidéo qui explicite ce qu'il y a dans Nime, voilà, hein, qui est là. On peut le voir ici, hein. J'en ai fait plusieurs là pour le coup sous Nime et dans d'autres contextes également. Donc voilà. Regardez. En fait, regardez parce que on ne peut pas le faire en TD parce que les TD sont remplis comme un œuf, hein, vous me connaissez, mais j'aimerais également que vous voyez autre chose que ce qu'on voit ensemble en TD. C'est ça l'idée. C'est pour ça que je m'évertue à faire des vidéos dans d'autres outils, mais la règle, elle est simple, c'est qu'il faut que ce soit un outil libre. Comme ça, tous ceux qui regardent la vidéo peuvent en profiter. C'est ça l'enjeu. Alors justement, dans Nime, il y a une librairie qui permet voilà, de faire du Word embedding. En fait, il fait partie d'un ensemble de packages, je vais parler tout à l'heure, qui sont des packages de deep learning. Donc, il faut installer d'abord. Donc, dans un premier temps, il faut installer le text processing, c'est ce que j'ai expliqué dans cette vidéo-là. Et une fois que le text processing est installé, il faut installer un deuxième package, qui est un package de deep learning, qui comprend les Word embedding. Voilà. Mais l'installation des packages, vous savez maintenant comment faire, hein. Donc, il n'y a pas de vraiment d'enjeu là-dessus, c'est très facile. C'est aussi facile que sous R. Voilà. Alors, pour travailler, encore une fois, c'est une autre base qu'on utilise en TD. Voilà, la base qu'on va utiliser, nous, c'est IMDb Rebus. Donc, rappelez-vous, hein, c'est des critiques de films, voilà, qui sont émis par des personnes. Et ces critiques-là ont une certaine polarité. Voilà, donc je vous montre ici les données, hein. J'ai réduit la base parce que le calcul est relativement long. Voilà, et rester devant les vidéos à rien faire en regardant les calculs, c'est comme un peu... C'est pas terrible. Il faut meubler. Bon, voilà. Et du coup, j'ai réduit la base, voilà, les commentaires, et il y a 100 commentaires négatifs et 100 commentaires positifs. Vous avez vu, hein, 100 commentaires négatifs, voilà, et 100 commentaires positifs. Voilà. Donc, les commentaires sont là, et j'ai mis un identifiant ici pour que, selon les calculs qu'on peut faire, on puisse se retrouver quel est le document, quel document on est en train de manipuler. Voilà. Voilà la description du corpus. L'autre élément important, bien sûr, c'est que j'ai fait une liste de stop words et dont des stop words qui paraissaient pertinents ici. Donc, j'ai récupéré les stop words standards
de TD texte, simplement. J'ai fait une vidéo sur TD texte. Hein. Et voilà, il y a aussi des stop-words que j'ai rajoutés parce que, comme c'est des critiques de films, les termes relatifs au film, ils apparaissent systématiquement dans la plupart des documents. Donc, pourquoi les garder? Enfin, bref, hein, c'est pour ça. C'est simplement que ça. Bien, ça c'est prêt. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller donc chez l'ancien AM et j'ai préparé ici, bien sûr, un workflow. Alors, les librairies, encore une fois, hein, il y a Overdata-Type, Text Processing, voilà, qu'on avait installé la dernière fois déjà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et la nouvelle librairie, elle est dans l'apps Deep Learning et on a installé Deep Learning Cache. Voilà ce qu'on a installé. Quand on a installé ici, hein, vous allez dans Help, Install New Software, vous cherchez tous les sites disponibles, voilà, et ensuite vous récupérez ce qu'il faut installer. Moi, j'ai pris le Deep Learning Cache parce que j'ai vu que l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui est intégré dans Deep Learning Cache. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, Word Embedding, voilà, c'est là. C'est ça qu'on va utiliser. Allons-y. Alors, la première étape toujours, c'est charger les données, préparer les données, nettoyage, donc l'harmonisation de la classe, suppression des ponctuations, ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est très répétitif, hein, dans les différentes vidéos, c'est répétitif, et du coup, j'ai souhaité montrer quelque chose d'intéressant dans l'AM, c'est le concept des métanodes. Donc, des métanodes, en fait, c'est des nodes de nodes, et en fait, l'idée, c'est de regrouper dans un nœud un ensemble de traitements. C'est comme si on avait une série de lignes de code en Python, et cette série de lignes de code qu'on va appeler à plusieurs reprises, on le met dans une fonction. C'est la même idée, c'est la même idée. C'est génialissime. Donc, voilà, ici, dans ce métanode-là, vous avez vu, hein, il est là. Hein, donc, ça, c'est le workflow de Word2Vec que j'ai créé. Hein, voilà. Et dans ce workflow-là, voilà, j'ai rajouté un métanode qui regroupe ce qu'on avait vu ici. Par exemple, si je prends Topic Modeling de la dernière fois, j'ai récupéré cette partie-là et j'ai fait create métanode. Voilà. Et c'est ce métanode-là que j'ai créé par la suite. Très bien. Donc, voilà, j'ouvre et il y a les étapes. Hein. Là, il y a les données. Donc, je récupère le fichier de données. Voilà. Très bien. Ensuite, là également, il y a les stopwords, ce fichier-là. Voilà. Et on a les différentes étapes. Donc, ça, c'est transformé en corpus. Ensuite, ici, c'est l'harmonisation de la case. Ensuite, la suppression des ponctuations, le retrait des nombres quand ils se baladent tout seuls, le retrait des stopwords et enfin, le retrait des termes qui sont trop courts, moins de 3 caractères. Voilà. Je lance les calculs, exécute. Bon. Nickel, nickel ici. Très bien. Alors, allons-y maintenant. Déjà, première vérification toujours, regardons le dictionnaire. Donc ça, on a utilisé déjà Unique Term Extractor. Voilà, il est dans Text Processing. Je vais essayer de voir le dictionnaire qui compose nos documents, notre corpus. Voilà. C'est sur les documents préprocessés qu'il faut les calculer. D'accord, on est d'accord là-dessus. Voilà, et j'exécute. Voilà. Voilà. Voilà les différents thèmes. Il y en a 6861. Eh bien, cette vérification est toujours importante. C'est toujours importante. Ça permet aussi de voir, par exemple, s'il y a des problèmes avec les stopwords. Hein. Là, si je modifie ici, là, je peux, par exemple, ici faire un fichier selon document frequency. Hein. D'accord, là-dessus, des termes. Voilà, donc là, j'exécute. Voilà, et on peut voir la présence. Ah non, il ne l'a pas mis. Il ne l'a pas mis, c'est marrant ça. Ah oui, append frequency column. Voilà. Si je ne l'ai pas mis, il ne peut pas le mettre, on est d'accord. Hein. Voilà, tac. Comme ça, il l'append bien. Voilà. Et voilà, on a terme frequency de chaque terme, document frequency, IDF. Voilà, on a vu ça en cours. Là, donc, si je veux avoir ceux qui sont les plus fréquents, par exemple, voilà, sorte descending. Voilà. Ah, il les a triés déjà. En fait. Ok, très bien. Bien. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, justement, c'est Word2Vec. Alors, Word2Vec, il est où? Il est dans le nouveau package qu'on a installé, Deep Learning 4J. Donc, je prends, voilà, et je le connecte. Jusque-là, pas de souci, tout va bien. Ensuite, je regarde, voilà, on travaille bien sur les documents préparés. On est d'accord, nettoyés, ainsi de suite. Donc là, pas de problème. Alors, ça, c'est des paramètres de l'algorithme d'optimisation, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse, il y a ça déjà qui m'intéresse. Vous avez vu, hein, on a une représentation intermédiaire. Hein, c'est ce qui est expliqué dans le cours. Voilà. Et on veut que les vecteurs, justement, les termes soient plongés dans cette représentation intermédiaire. La dimensionnalité de cette représentation intermédiaire est très importante.
Alors moi, uniquement pour des motivations pédagogiques, ici, j'en vais mettre 2. Pourquoi j'ai mis 2? Parce que ça me permettra de faire des représentations graphiques dans le plan. C'est juste pour ça. Voilà. Mais vous, justement, cet hyperparamètre-là, quand vous ferez le TD, là, il y a un choix à faire là-dessus. Il y a un choix à faire là-dessus et c'est à vous de le trouver. C'est à vous de voir comment faire. Et puis, en fonction aussi des résultats, de la qualité des résultats, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce premier paramètre-là est très important. On le voit ici. On le voit ici. The length of resulting word vectors. Voilà. Donc, on va ici caractériser les termes selon leur voisinage dans un espace à 2 dimensions. Autre élément important également, c'est la contextualisation, c'est les fenêtres, c'est les fenêtres autour. Pour la contextualisation de chaque terme, on va prendre les 5 termes qui le précèdent et les 5 termes qui le succèdent. Voilà ce qui se passe ici. C'est ça qui est important. Voilà. Et ici, c'est la fréquence des mots qu'on veut garder ou pas. La fréquence des mots qu'on veut garder ou pas. Voilà. Parce qu'on a vu déjà ça. On a vu déjà ça, qu'il y a certains mots qui sont très fréquents. Voilà. Du coup, on les met en stop word s'ils ne sont pas discriminants. Et il y a des mots qui sont trop peu fréquents. Donc, à ce moment-là, pourquoi les garder? Bon, il a mis 5 par défaut. Pourquoi pas? Voilà, mais en tous les cas, donc nous, les algorithmes, enfin, ici, la partie apprentissage, OK, voilà, on saura ce que c'est, parce que quand on aura vu les encodeurs, voilà, on sait ce que c'est. Si on connaît un peu les réseaux de neurones, on sait ce que c'est. Mais dans ce cadre très précis, le layer 16 est très important, c'est la dimensionnalité dans laquelle on va projeter les mots. L'autre point important, c'est la fenêtre de contextualisation. Combien de mots avant et combien de mots après on prend pour caractériser chaque terme. Voilà. Et le filtrage sur les fréquences. Quand un mot est trop rare, est-ce qu'il vaut vraiment s'embêter là-dessus? Voilà. Très bien. Et je lance les calculs. Paf! Alors, ça prend un peu de temps, ça va prendre 1 minute à peu près, mais l'idée, justement, alors, des fois, il prend tout, des fois, il fait un échantillonnage. Il fait un échantillonnage. Donc, tout ça expliqué dans le cours ici. Vous avez les différents éléments. Et ce qui est important, justement, c'est qu'il crée des formats intermédiaires. C'est ce que j'explique dans le cours, là. Voilà. Là, bon, ça ne rentre pas dans mes slides, mais là, typiquement, c'est là où j'ai le terme à caractériser. Et ça, c'est les voisins qui le précèdent. Et ça, le bloc, là, c'est les voisins qui lui succèdent. On voit bien ici, condition du bien-être. Voilà, quand on a du, qu'est-ce qui le précède ces conditions? C'est pour ça qu'on a un là. C'est du qu'on essaie de caractériser là. Voilà. Et qu'est-ce qui lui succède? C'est bien, on a un là dans le réseau et c'est les données qui sont présentées au réseau. Bon, c'est plus large que ça parce que là, en réalité, on a 5 termes avant et on a 5 termes après. Mais bon, l'idée, c'est ça. Et on a bien un réseau de neurones. Et ce qui nous intéresse, c'est la sortie qui est là, qui permet d'avoir une représentation intermédiaire des termes, justement. C'est ça l'idée. Qu'on va pouvoir plonger, soit utiliser par la suite pour des calculs supplémentaires, des calculs de distance, par exemple, c'est ce qu'on fera après, soit pour des représentations graphiques. Bien, est-ce qu'il a terminé? Oui, j'ai suffisamment meublé pour qu'il ait terminé. Alors, une fois qu'on est là, dans les sorties, il n'y a pas grand-chose. Word Vector Model, c'est juste pour dire qu'il a fait un Word2Vec. En fait, nous, ce qu'on va utiliser, justement, c'est un outil qui permet de extraire les termes, Vocabulary Extractor, toujours dans Word Embeddings. Voilà, on va l'utiliser pour extraire les termes. Là, je le mets là. Je le configure. Il n'y a pas rien à faire. Je le lance et calcule. Voilà, il a extrait les termes. Très bien. Donc, j'affiche les mots et voilà, on les a bien là. Et chaque mot est caractérisé par un vecteur à 2 valeurs. C'est bien ce qu'on voit là. Bien. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On peut calculer des distances pour voir la voisinage des termes. On peut aussi calculer, faire des représentations graphiques, puisqu'on n'a que 2 dimensions là. Donc, on peut faire une projection dans le plan. Sauf que si je fais un scatterplot, en fait, ici, le vecteur, il est fusionné là. Donc, il faut qu'on scinde ça en 2 colonnes. Comme ça, on a accès à la première dimension, on a accès à la deuxième dimension d'ordonnée. C'est ce qu'on va faire avec l'outil qui s'appelle Split Column Collection. Je vous avoue que j'ai quand même méchamment cherché. Voilà, voilà. Mais bon, en faisant chauffer un peu Google, on trouve très facilement les réponses sur Internet. Voilà. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on cherche. Et si on sait ce qu'on cherche, on arrive à taper les bonnes requêtes sur Google et on a toujours des résultats. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, voilà, j'aimerais que Vector, là, qui est fusionné, tu vas me le découper en 2. Voilà, pour avoir 2 colonnes supplémentaires. Bon, très bien, j'exécute, paf, voilà. Et on a les données avec les 2 colonnes supplémentaires. C'est bien vu. Voilà. Donc, on va pouvoir représenter les données dans le plan. Et il y a 1404 lignes, termes. OK, parce qu'il a fait un filtrage. Il y en avait 6000 au départ, mais comme il a fait un filtrage, OK.
Alors, allons-y maintenant, on va faire le scatterplot. Voilà. Il est là, tac, et je le mets là. Voilà, il n'y a rien à paramétrer ici. Voilà, le nombre de lignes à montrer, c'est 2500, mais nous, on en a 1400, donc il n'y a pas de restriction là-dessus. Et on exécute. Et voilà, on a la représentation des termes dans le plan. Hein, avec ici split 1 en abscisse, split 2 en 2. Alors l'intérêt, c'est le voisinage. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant ici, hein, c'est le voisinage qui est intéressant. Alors par exemple, je vois un groupe de termes là, isolés ici. Ça veut dire qu'ils apparaissent de manière un peu différente des autres. Hein, voilà. Qui sont ces termes-là? Alors il y a un outil génial ici dans NAIM, c'est que je vais afficher ici les termes. Voilà. J'affiche le graphique, je fais une sélection et on va voir les termes correspondants ici. Voilà. Regardez, par exemple, celui-là qui est tout seul, là, je le prends, je le sélectionne. Et je lui dis, il faut que tu me highlight. Enfin, bref, voilà. Paf. Très bien. Donc, en fait, là, il a été marqué, là. Donc, on devrait le voir ici. Allons-y. Hein. Bon, il y en a 1400, ça va être un peu long, hein, mais en cherchant bien, on doit le trouver. Ah, non, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Highlight, filtre sur uniquement ceux qui sont édités. Et voilà, c'est time. Donc, time apparaît voilà, dans des contextes très particuliers et il est peu voisin des autres en réalité. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que ces voisins sont très différents d'un document à l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'il apparaît ici. Par exemple, alors je vais enlever ici, clear, voilà, highlight, voilà, et par exemple, je sélectionne ces termes-là. Qui sont ces termes qui sont là? De nouveau, je les highlight. Voilà, c'est life, great, caractère. Alors, caractère, c'est un faux ami. J'ai vérifié avant. Hein. J'ai mis caractère ici. Et ça veut dire personnage, en fait. Voilà, personnage dans les théâtres, fiction ou dans les films. Voilà. Très bien. Donc, ici, hein, oui, mais du coup, hop là, voilà. Caractère, donc, apparaît souvent dans le voisinage de life ou de great. Hein, donc, grand personnage, on comprend les idées. Voilà. Donc, nous avons cette possibilité-là, voilà, de regarder ce qui se passe et de regarder les éléments correspondants. Alors, encore une fois, je peux le faire parce que j'ai choisi une dimensionnalité 2. Et du coup, je peux faire facilement des scatterplots, hein, des nuages de points. Quand vous êtes à dimensionnalité 100, ce qui est le paramètre par défaut de NAIM, hein, les scatterplots, c'est plus compliqué là pour le coup, hein, pour faire le highlight et tout ça. Donc, il faut qu'on puisse utiliser un autre outil. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors bon, je vais enlever ici. Voilà, et je ferme tout ça, Et l'idée est la suivante. On va calculer les distances entre paires de termes et on va essayer de voir si ce qui se passe dans le voisinage de certains termes qui nous paraissent très marquants. Par exemple, bad. Parce que bad, ce n'est pas un terme très positif. Hein. Voilà, on essaie de voir pourquoi les films sont bad. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. Alors pour ça, on va calculer les distances entre paires de points. Donc, il y a un outil pour ça, c'est distance. Voilà, distance, matrix calculate. Voilà, qui est ici, qui est dans Analytics, distance calculation. Voilà. Donc, on va calculer la distance entre paires de termes. Alors, je configure, je veux une distance euclidienne. Voilà. Et voilà, je vais utiliser. Et pourquoi j'ai pas le. Ah non, parce que je ne l'ai pas branché au bon endroit. Vous avez vu, hein, c'est pas là que je dois le brancher. C'est que une fois que j'ai dégagé les variables, c'est là que je dois pouvoir calculer, et non pas sur le vecteur fusionné. Tac, je le mets là plutôt. On est d'accord là-dessus. Hein. Bien. Alors, je configure, je veux une distance euclidienne, et on a bien les deux colonnes. Donc, d'où l'importance du split colonne. Hein. Si je n'avais pas à dégager, je ne peux pas faire les calculs qui viennent par la suite. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Et là, à ce stade-là, ils étaient fusionnés encore, les données. Donc, il fallait dégager bien ces différentes colonnes pour faire les calculs supplémentaires. Ok, je calcule les distances par paire. Voilà, c'est relativement rapide. Et on a... Voilà. Très bien. Et donc, on a les distances entre... Voilà, donc ça. Donc, et la distance d'un terme avec lui-même, c'est nul. On est bien d'accord, c'est les propriétés même d'une distance. Hein, on est d'accord. Et là, on a la distance d'éléments avec Watched. Là, on a ici la distance de Judge avec Watched, ici avec éléments, avec Watched d'abord, puis éléments, ainsi de suite. Là également, et on sait que la matrice est symétrique, donc c'est pour ça qu'on a la partie triangulaire inférieure ici, hein, et sur la diagonale principale, on a 0.
Bon, ok. Mais ça ne me convient pas, ça. Ça ne me convient pas, ça. Parce que moi, j'aimerais, par exemple, voir les termes qui sont proches de BAD en termes de voisinage. Comment je peux utiliser ça? Comment je peux utiliser ça? Alors, il y a un outil de nouveau pour ça. Voilà, c'est le Distance Matrix Extractor. Matrix, voilà, Extractor, Pair Extractor. Oula. Voilà, je vais chauffer Google, je peux vous dire. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, c'est les mots. On va calculer les distances par rapport aux mots par paire. Voilà. Alors, on pourrait filtrer ici uniquement les distances qui sont élevées. Mais non, 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 je veux tout. C'est les termes proches qui m'intéressent. Donc, mettez pas 1, là, mettez 0 plutôt. On est d'accord. Hein, sinon, il va enlever ceux qui sont proches, justement. Ben non, c'est pas possible du tout, ça. On est d'accord là-dessus. Très bien. Donc, ça, c'est nickel. Allons-y, on fait les calculs. Voilà. Bon. Distance, il y en a quand même pas mal de points. Hein. Voilà. Et voilà. Alors, par exemple, si on veut voir les termes qui sont les plus proches, voilà, sort ascending, c'est un peu long, hein, il y a 984 000 termes, 906, voilà. Doubt et detail sont souvent proches dans les documents. Ça veut dire que quand il y a doubt, dans son environnement proche, il y a details. Quand il y a secondary, il y a remain qui est très proche et tout ça. Quand il y a nauseating, il y a blow, on cherche. OK. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est il y a certains termes seulement qui m'intéressent. Donc, je vais filtrer ça pour ne faire apparaître que certains termes. Alors pour ça, on va utiliser un raw filter, voilà, pour ne garder que certains termes. Donc je vais le mettre ici, voilà. Et on va filtrer sur object 1. J'explique object 1, voilà. Vous avez vu, hein, object 1, c'est les mots, object 2, c'est les mots associés, et là, on a la distance. Donc on va filtrer sur object 1, voilà, et on veut uniquement ceux qui correspondent à bad. Voilà. Très bien, ok, exécuter. Paf. Très bien, voyons ce qui est filtré. Voilà, donc là, on a uniquement BAD ici, voilà, et on a les objets associés, les termes associés, et là les distances. De nouveau, je vais trier de manière décroissante. Alors, voilà, quand BAD apparaît, il y a World dans les parages, il y a Original, il y a Plot, Intrigue, Bad Love, bon, c'est dramatique, hein. Bad Action, voilà, Acting, c'est ce qui est lié aux acteurs, ça. Voilà, Bad Watching, Bad Lot, Actors, ainsi de suite, Caractère, qu'on a vu tout à l'heure, Mauvais personnage, ainsi de suite. Voilà. Ça permet de contextualiser chaque terme et de comprendre, en fait. Là, typiquement, bon, pas besoin d'être prix Nobel pour le savoir, mais c'est quand même mieux quand les données le disent, hein, c'est qu'un film est jugé mauvais quand les acteurs sont mauvais. Voilà. Ou bien quand l'intrigue est mauvaise. Voilà. Ou bien également, ainsi de suite, et c'est ce qu'on peut voir. Ou la musique est mauvaise. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est intéressant. Alors ça, je l'avais fait un peu rapidement en utilisant Canteda, il me semble, où je prenais un terme et on disposait dans l'outil pour voir le voisinage immédiat. Mais c'était très artisanal, si vous voulez, parce qu'on pouvait le faire que sur certains documents. On ne peut pas afficher tous les documents, surtout s'il y en a des milliers. Là, même si on a des milliers de documents, il fait des calculs et il fait un résumé des voisinages dans l'ensemble des documents. C'est génialissime, c'est génialissime. Alors, on pourrait rajouter aussi des filtres, hein. Par exemple, sur Worst, quand il dit pire, qu'est-ce qu'il veut dire pire en réalité? C'est le pire acteur, le pire film, le pire autre chose, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bien. Alors, moi, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais aussi voir autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on a la caractérisation des termes dans un espace à 2 dimensions. OK. Mais n'oublions pas que les documents sont composés d'une suite de termes. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible de récupérer la représentation des termes pour essayer de déduire une représentation des documents? Voilà l'idée. Donc là, on a une sorte de modèle, si vous voulez. Là, on a une sorte de modèle, hein, qui permet de voir chaque terme. Voilà, on va essayer de voir comment on peut inférer ça sur les documents. C'est ça l'idée. Alors, l'idée est relativement simple, hein. J'ai un document qui est composé d'une série de termes. Chaque terme est un vecteur. Voilà, on va récupérer ces vecteurs-là et on va les consolider. Alors, il y a un outil pour ça, c'est Word Vector Apply. On va faire, hein, Word Vector Apply. Voilà. On le met là. Donc, on utilise le modèle
de termes qu'on a appris avec Word2Vec. Et ce modèle de termes-là, on va l'appliquer sur les documents pré-traités. C'est bien ce qui se passe ici, hein, sur les documents pré-traités. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne coche pas ici pour voir ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe. Je fais OK, très bien, j'exécute. Quand j'affiche les résultats, regardez. Le premier document, il y a un premier terme qui apparaît. Alors, le premier terme, c'est Guy. Voilà, donc ça, c'est la représentation de Guy. Ensuite, j'ai... Non. Est-ce qu'on a enlevé les stop words? Voilà. IDEA, ID, hein, voilà. Donc là, on a la représentation de ID, hein, voilà. Ensuite, là, le troisième terme, c'est cinéma. Voilà. Là, on a la représentation de cinéma, ainsi de suite. Très bien. Donc, on a un vecteur de vecteurs. Hein. Un document est un vecteur de vecteurs qui représente chaque terme qui le compose. Alors bon, oui, très bien, mais qu'est-ce que je peux en faire de ça si je veux justement représenter des documents dans un espace à 2 dimensions aussi? Comment je pourrais le faire? Comment je peux récupérer ces informations-là pour essayer d'avoir une représentation dans un nuage de points? Bon, on va faire une consolidation en prenant tout simplement la moyenne des valeurs. Donc la moyenne des valeurs sur la première dimension et la moyenne des valeurs sur la deuxième dimension. C'est l'option qu'on n'avait pas cochée ici. Vous avez vu, hein? C'est l'option qu'on n'avait pas cochée. Moi, maintenant, je le coche. OK, exécuter. Très bien. Et de nouveau, donc voilà, maintenant, pour chaque document, on a un seul. Je vais agrandir ça un tout petit peu. Pour chaque document, on a un vecteur à 2 dimensions. Pour chaque document. Donc, premier document, deuxième document, troisième document, ainsi de suite. Et ben voilà. Donc, on peut le voir aussi comme une forme de réduction de dimensionnalité. Hein. Donc, rappelez-vous, on a une représentation brute des documents qui est le back of words, modèle en sac de mots. Et dans ce domaine-là, on a toujours dit, attention, le nombre de colonnes est titanesque, faire de l'apprentissage, appliquer des modèles de machine learning là-dessus, c'est juste pas terrible. Très bien, on peut, c'est possible. On l'a fait d'ailleurs, hein. Voilà, en utilisant des méthodes fortement régularisées. Donc, soit les régressions pénalisées, genre Ridge Lasso ou ElasticNet, soit en utilisant d'autres méthodes comme les SVM, typiquement. OK. Mais l'autre manière de prendre la chose, c'est de dire, je vais faire une représentation plus compacte des données avec des vecteurs numériques. Et là, on peut avoir ça. Ça, on avait vu dans les autres topic modèles, c'était ça aussi, hein, qui est une sorte de cluster flou cette fois-ci, clustering flou des termes. Ben là, c'est notre approche. Qui part des termes d'abord et qu'on projette ensuite sur les documents. Alors, de nouveau, je vais splitter les colonnes hein, pour pouvoir les utiliser. Voilà, split, référent. Comment on appelle ça déjà? Split colonne collection. Collection, voilà, il était là. Tac. Pour mettre les deux variables dans deux structures différentes, voilà, convertir le document. OK, j'exécute. Tac. Et on a bien les deux colonnes là, vous avez bien moins 0,567, voilà, 1,74, moins 70,42, 2,1, très bien. Et de nouveau, zou, on va faire un scatter. Alors encore une fois, hein, je peux m'autoriser de faire des scatter plots simples ici parce que j'ai choisi de me projeter dans un espace à 2 dimensions. Okay. Rien ne dit que 2 dimensions était le plus adapté ici. Et justement, ça n'est pas un paramètre sur lequel vous devrez pouvoir jouer quand vous allez faire votre TD. Très bien. Qui sera sous Python, hein, ce ne sera pas sous Nine. Voilà. Donc l'intérêt justement, c'est que ce qu'on verra ensemble en salle de TD en Python, on pourra le projeter sous Nine. On pourra également faire un parallèle avec ce qu'on fait sous Nine. La trame ne change jamais. Ce qui change simplement, c'est l'expression de la trame avec l'outil qu'on utilise. C'est ça. Hein. Qu'importe l'outil pour vous connaît l'ivresse. Ça, je le dis systématiquement parce que c'est très important. Alors, zoom, très bien. Et l'ivresse de la data science, bien sûr. Hein. Paf, je fais mon petit graphique là. Et en abscisse, je mets split value 1 et split value 2. Et voilà, on a la représentation des documents dans l'espace. Voilà. Induit à partir de la représentation des termes. Et voilà. Donc, ça permet aussi de voir ce qui se passe, des choses très intéressantes. Hein. Regardez celui-là, par exemple. Là. Comment ça se fait qu'il est aussi loin, celui-là là Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, on va récupérer les documents. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Très bien. Et on va essayer de filtrer pour voir qui est ce document qui est si loin des autres. On le lit et dans le... Voilà.
Filter, show, éditer d'onglet. C'est le document 98. C'est le document 98. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, time travel, fun, concept, quick. Bon, très bien. Bon, on va plutôt regarder dans Excel, là, pour voir ce qui se passe. Voilà. Ligne 98, hein, il commence à 0, donc c'est le document 99, en fait. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Regardons l'ID ici, ID 99. Donc, je récupère le document 99. Voilà, voilà. Il est là. On va le copier. Tac. Voilà. Et on va voir ce que ça donne dans un traducteur automatique. Je l'ai mis là. J'ai préparé le traducteur. J'utilise DeepL. C'est ce que je préfère. Voilà. Bien. Alors, on voit que la polarité du document, voilà, est négative. Apparemment, ce commentaire-là est négatif. Regardons ce qui se passe. Bien, donc le voyage dans ton passé est amusant, il suffit de donner un angle différent, très bien, j'ai adoré, très bien, ah, très bien. Il y en a un qui ne passait pas. Ah, très bien. Alors, c'est un commentaire qui est très positif, mais composé de termes qui ne sont pas… Bah, quand on voit horreur ici, horreur, en fait, c'est film d'horreur, là, en réalité. Mais comme dans Nostop Wars, on avait mis film, du coup, regardez ici, hein, Sunheim. Regardez Sunheim, là. Hein. On n'a plus le terme film qui apparaît hein, dans le donné. Voilà. Aurore, il n'y a plus film, là. Voilà. Et donc, on peut dire que Aurore, c'est horrible, je pense, en anglais. Hein. Horreur aussi, mais ça veut dire film pas terrible, quoi. Voilà. Film d'épouvante, s'il est associé à film, mais pris tout seul, c'est pas terrible. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici, c'est qu'en réalité, c'est un commentaire très positif en réalité, mais composé de mots qui, pris individuellement, posent problème. Et là, on voit bien, hein, il est vraiment très différent parce qu'il y a horreur là, et dans son voisinage immédiat, il y a exception et excellente. Excellent acting. Et ça pose un vrai souci et il nous le montre ici. Voilà. Ça, typiquement, on ne peut pas regarder les commentaires un à un. Là, il y en a 200, vous voyez, vous paluchez les commentaires un à un, c'est juste pas possible. Donc, avec ce type d'outil-là, on peut voir les différentes contradictions, les choses qui font que j'ai un document qui est vraiment très différent des autres. Et voilà. Et il y a une série de… Voilà. Et lui, il commence par dire que… Voilà. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? J'ai oublié. Voilà. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Aurore, alors 1, 2, 3, 4, 5. Je m'amuse à regarder les 5 termes qui arrivent avant, les 5 termes qui arrivent après, mais ce n'est pas là qu'il faut le faire en fait, c'est plutôt ici qu'il faudrait le faire. Bon, je vous laisse ça. Mais bon, ça montre bien les différentes choses. Hein. Aurore, watch. Oui, oui, d'accord. C'est très intéressant. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, c'est ce qu'on fera ensemble sous Python. Voilà, c'est ce qu'on fera ensemble sous Python. Voilà, avec les librairies sous Python, bien sûr. Alors, j'aimerais faire une petite digression de 2 secondes pour finir cette vidéo. Là, du coup, dans cette première partie, la partie du bas, là, on a essayé de trouver un système de représentation des termes, voilà, en fonction de leur voisinage. Comme on a un système de représentation des termes, pourquoi pas, pourquoi ne pas inférer sur une représentation des documents qui sont composés d'une suite de termes. C'est ce qu'on a fait dans cette deuxième partie-là. Voilà. Mais en réalité, il y a un outil qui permet de le faire directement. Cet outil-là, c'est Doc2Vec. C'est ce qui est montré ici. Alors, à la base, je voulais le faire, mais bon, je ne veux pas embrouiller parce que c'est mieux de faire une vidéo avec un seul thème et faire plusieurs vidéos plutôt que de faire une vidéo qui fait tout. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait ici, mais regardez de votre côté, hein, quand vous aurez le temps de le faire. Voilà, en réalité, il y a un Doc2Vec qui permet, en utilisant le même schéma que Word2Vec, de trouver directement une représentation des documents. En fait, il y a un paramètre supplémentaire, c'est le label, c'est une étiquette qu'on associe à chaque document qui permet aussi de contextualiser chaque document. Alors, ça peut être l'identifiant du document. Comme ça, on sait bien que chaque document est relatif et à part. Chaque document est à part. Et donc, on a un étiquetage qui dit, voilà, c'est le numéro de document. C'est une première possibilité. En faisant cela, on a une représentation du coup des documents dans l'espace qu'on s'est choisi, à 2 dimensions dans mon exemple ici. C'est une première possibilité. Mais c'est plus riche que ça. C'est plus riche que ça parce que, en fait, ici, le label, l'étiquette qu'on peut associer, ça peut être autre chose. Dans les films, par exemple, ça peut être
j'ai une série de films. Les films, en réalité, ont une forme de thématique. Certains sont des films d'horreur, certains sont des films de western, certains sont des films d'amour. Ça existe apparemment. Hein. Certains sont des films de comédie, certains sont des comédies romantiques. Voilà, très bien. Et donc, on peut avoir toujours donc, la représentation des termes dans l'espace de représentation, dans l'espace à dimension qu'on s'est choisi. On peut aussi avoir une représentation et donc des thématiques et regarder comment se positionnent ces différentes thématiques-là en fonction des termes qui les composent. Ah, c'est génial. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que du coup, si je prends les thématiques des films, je m'attends à ce que films d'amour et comédie romantique soient relativement proches, parce que dans les critiques des films de ces films-là, on a à peu près les mêmes termes qui reviennent avec un voisinage des films. Voilà. Je m'attends aussi qu'un film de western soit pas loin des films de guerre, par exemple, même si on ne tue pas les mêmes personnes, mais bon, ça reste quand même un peu belliqueux tout ça. Hein. Voilà, donc je m'attends à ce que les termes utilisés dans les commentaires soient à peu près les mêmes. Je m'attends à ce que comédie soit proche de films comédie romantique. Je m'attends que film d'horreur soit très à part par rapport à ça, parce qu'on utilise des termes différents dans les termes d'horreur. Hein. Voilà, par exemple, le sang, en termes d'horreur, c'est le cœur même du film. Alors que sang, dans une comédie romantique, je ne vois pas trop ce que fait faire le sang dans une comédie romantique. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, cet outil-là est vraiment très intéressant parce qu'il répond à une partie que j'avais fait ici. Voilà, il permet de répondre à ça. Mais il permet donc d'aller plus loin avec le système des étiquettes, des systèmes de labels. Voilà. Je vous enjoins à regarder ça. Voilà. Moi, pour aujourd'hui, je m'en tiens à ça parce que c'est ce qu'on va travailler en détail en TD. Cours d'abord, TD ensuite. Excellent travail à tous.